Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Ce mardi 8 janvier, nous vous donnerons 8 bonnes raisons d'être optimistes. Le climat actuel peut ne pas prêter à l'espoir et pourtant quelques bonnes nouvelles sont à prévoir dans notre région. Nous irons aussi dans la Villa Crosnier à Brest. Cette demeure 1900 est l'une des rares traces encore debout du Brest d'avant-guerre. Ses propriétaires ont décidé de l'ouvrir au public. La première visite a eu lieu ce mardi. Et puis à Roscoff, des restaurateurs ont décidé d'élever leurs propres bêtes. Dans un souci de transparence auprès de leurs clients, nous les avons rencontrés. Ils sont mobilisés depuis le mois de novembre et malgré leur évacuation des ronds-points fin décembre, des gilets jaunes restent mobilisés. À Lorient, un groupe s'est installé dans la salle Cosmao du Manoir, un lieu rebaptisé Maison du Peuple mais déclaré interdit aux médias. À Caudan, sur une aire de covoiturage, un campement a été réinstallé. Les gilets jaunes restent déterminés. La proposition de grand débat n'a pas convaincu. Philippe Dupont, gilet jaune du Morbihan, a été interrogé par Martin Cowell et Fanny Cocognier. Macron n'a rien lâché, et a priori il va rien lâcher. Moi j'ai pas vu parce que je peux plus regarder ses discours. Ça devient du physique même maintenant, je peux plus le voir du tout. D'après ce qu'on me raconte, de toute façon il lâche rien. Ici on est très mobilisés sur Caudan, donc on tiendra tant qu'il lâchera pas. Qu'est-ce qui vous fait tenir encore aujourd'hui? La haine, c'est la haine tout simplement, le ras-le-bol. Parce qu'on arrive toujours au 15 du mois, même peut-être avant, on n'a plus de sous. On voit bien quand on discute avec les collègues, les gilets jaunes, on a tous la même parole. C'est-à-dire qu'arrivé, on a notre salaire, il est à peine arrivé, il est déjà bouffé. Ce qu'on veut, c'est le RIC, c'est le plus important. Et après, il y aura d'autres revendications, bien évidemment. Et le RIC, c'est le principal, mais après, il y en a tellement derrière que mais si on arrive à passer le RIC, après, tout va se dégainer. Et le 16 janvier, une délégation de gilets jaunes sera reçue par des parlementaires à Paris. Nous retrouvons à présent votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Quelqu'un a-t-il vu quelque chose? C'est toujours l'incertitude. 16 jours après la disparition à Concarneau de Damien Le Burel, sa famille lance un appel ce mardi à quiconque aurait un élément à apporter. Et moi, ce que j'attends des semaines à venir, c'est de retrouver son corps mort vivant, mais qu'on puisse faire notre deuil ou le retrouver et puis continuer notre vie. David Le Burel, 25 ans, a été vu pour la dernière fois à la sortie d'un bar de la ville, dimanche 23 décembre à 5h30. Les nombreuses recherches entreprises depuis n'ont toujours rien donné. Séné, Auray, Billiers, Vannes, dégradations en série sur des serres et des cultures depuis 3 semaines dans le Morbihan. Au total, plusieurs dizaines de milliers d'euros de préjudice, mais aussi un mystère. Qui peut bien en vouloir à des cultures appartenant à des propriétaires sans lien apparent les uns avec les autres? Une Ferrari des mers pour les pompiers de Lorient. Le centre de secours vient de prendre officiellement possession de son nouveau canot d'intervention, un Challenger 760 de dernière génération pouvant monter à 45 nœuds. Basé sous l'alvéole K3 dans l'ancienne base de sous-marins, il est destiné à intervenir dans toute la rade et même au-delà. Opération d'envergure sur la Pauline, le vieux gréement de Daouette à Pléneuf-Valandré. Le voilier est entré la semaine dernière en chantier au Légué à Saint-Brieuc pour un changement complet du pont et des roufs qui commençaient à pourrir. Les bénévoles se sont lancés ce lundi dans des travaux qui devraient durer 2 mois. Qu'on ne parle plus de jouer comme une casserole, le musicien paraguayen Flavio Chavez, en tournée en Bretagne cette semaine, dirige un orchestre d'enfants jouant sur des instruments recyclés. Au programme, guitare en boîte de conserve, saxo en gouttière et contrebasse en bidon d'huile. L'ensemble a déjà assuré ainsi la première partie de Metallica, rien que ça. Il sera en concert vendredi à Plougonvelin, près de Brest. Dans notre édition d'hier, nous revenions sur les événements à venir en 2019, un reportage que vous pouvez revoir sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous donner 8 bonnes raisons d'espérer en l'avenir en Bretagne, car il y a des motifs à redouter l'année 2019. Mais Jérôme Gallo a trouvé de quoi être optimiste. Première raison d'être optimiste pour l'année 2019, c'est le taux de chômage en Bretagne qui est inférieur à la moyenne nationale. Au deuxième trimestre 2018, 7,5% de la population active était sans emploi, contre 8,7% en France métropolitaine. Le nombre de chômeurs de catégorie A a même diminué de 1,7% en un an, malgré un rebond de 0,8% au troisième trimestre.
Deuxième raison, la Bretagne est la deuxième région la moins inégalitaire en termes de revenus par habitant, comme le montrent les derniers chiffres de l'INSEE. De même, les situations de pauvreté sont relativement moins fréquentes comparées au reste du pays. Troisième raison, les Bretons ont du cœur. La région est la première pour le nombre d'associations caritatives. On pense notamment à l'attachement local pour la SNSM et les dons généreux en faveur de la recherche contre la mucoviscidose. Quatrième raison, la diaspora bretonne est très vivante. Les Bretons s'exportent et leur culture avec. En 2018, la Chine, Singapour, le Vietnam et les États-Unis ont fêté la Bretagne. Et on se rappelle encore du concert des Vieilles Charrues à New York il y a 2 ans. Cinquième raison, la Bretagne a une image culturelle forte et ses entreprises savent en profiter. En témoigne le label Produit en Bretagne, les campagnes de promotion du comité régional de tourisme et des marques aussi différentes qu'Armorlux, Enaf, Henriot ou Coref. On pourrait aussi parler d'une région qui continue à gagner de nouveaux habitants, une vie culturelle exceptionnelle et bien sûr les plus beaux paysages de France. Et oui, on reste chauvin pour l'année 2019. C'est une maison d'exception au cœur de Brest. Elle date de 1900 et a échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. De style Art Nouveau, cette villa est le rêve de l'architecte Sylvain Cronier qui y a mêlé ses envies. Et il y a surtout fait construire tout en haut de cette maison de 6 étages une chambre comme une cabine de bateau. Les nouveaux propriétaires installés depuis 2017 ont décidé d'ouvrir cette maison au public. La première visite a eu lieu ce mardi. Claire Tracou de l'Office de tourisme de Brest nous en dit plus. C'est une demeure qui a vraiment un intérêt, à la fois historique, architectural. Elle fait partie des 8 demeures qui ont été rescapées des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, ça la rend assez exceptionnelle puisque c'est du patrimoine en centre-ville, antérieur à la Seconde Guerre mondiale. Elle fait partie d'un très beau témoignage architectural de ce qu'on appelle la Belle Époque, avec le courant Art Nouveau. Et l'Art Nouveau, c'est une rupture dans la conception des façades, avec des lignes courbes, des motifs floraux qui sont réinvestis dans les façades. On a aussi une dissymétrie dans la façade. Si on regarde la villa Cronier, on se rend compte qu'aucune fenêtre n'est identique. À l'intérieur, ce qui est très chouette, c'est que justement l'âme de l'intérieur a été conservée, malgré toutes les années et les changements de propriétaires. Après les états généraux de l'alimentation, éleveurs et consommateurs passent aux actes. Des éleveurs mieux rémunérés et des restaurateurs soucieux de la qualité de leurs produits. C'est cette équation qu'ont tenté de résoudre un agriculteur de Scrignac et un chef de Roscoff. Ce dernier est propriétaire de ses propres vaches. Un circuit court que nous raconte Frédéric Lorenzo. Manger moins de viande, mais de meilleure qualité, c'est le choix de ce restaurant de Roscoff qui s'approvisionne au local. Le restaurant s'est positionné sur un nouveau modèle économique, c'est-à-dire qu'on privilégie que le local à 100%. Ici, la viande est maturée près de 3 semaines après l'abattage. S'approvisionner avec des producteurs locaux, c'est l'autre motivation de ce restaurant. Vincent rend d'ailleurs visite à l'un de ses fournisseurs. On part chez Eric Le Bourris, à Scrignac, voir nos bêtes, voir si tout se passe bien. C'est notre éleveur, celui avec qui on travaille. Éric et Isabelle Le Bourris élèvent 300 vaches à viande sur 150 hectares de pâturage à Scrignac. Une reconversion de l'exploitation après des années d'élevage conventionnel. De race aquitaine, normande, Angus, Salers, ces vaches d'exception présentent un tournant dans la vie de l'agriculteur. Un soir, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un boucher parisien. Je suis bien tombé, il cherchait des éleveurs et voilà, il nous a orientés dans le choix des croisements. Il nous a surtout dit la marchandise qu'il voulait, ce qu'il fallait lui produire comme viande. Ça donne du sens au métier de savoir où sont vendues les bêtes, comment elles sont travaillées, si le boucher est content et le consommateur. C'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec notre métier passé. Parmi ces vaches, 4 sont la propriété de Vincent. Éric les élève. Une fois à maturité, leur viande rejoindra l'établissement du restaurateur. Le deal est simple, nous avons nos bêtes ici. On a surtout nous de la Salers. Eric a d'autres bêtes. Nous, on est pour du croisement, parce que dans toute chose, il faut du croisement et de la mixité. Après 3 ans d'élevage, dès ce mois de janvier, la viande des vaches de Scrignac va rejoindre les étals des bouchers d'exception, comme celui d'Yves-Marie Le Bourdonnec à Paris. Nous allons maintenant à Séné, dans le Morbihan, où 69 habitants sont passés devant l'objectif de Christine Barbedé. Les synagogues ont posé avec un objet de leur choix, une exposition visible à la médiathèque de Séné qui mêle à la fois l'individualité et le collectif. Fanny Coconnier.
69 portraits noirs et blancs et autant d'objets personnels en couleur, c'est le résultat du travail de Christine Barbedet. L'artiste a passé 2 mois en résidence à Séné à vivre avec les habitants qu'elle a convaincus de livrer un peu d'eux-mêmes. À un moment donné, une histoire individuelle plus une autre histoire individuelle plus 68 histoires individuelles, ça fait une commune. Et c'est ça qui m'intéressait à un moment donné, qui intéressait aussi la médiathèque, c'est qu'on puisse faire groupe. Un journal d'adolescente, une coiffe de mariée de la famille, un tableau chargé d'émotions. Tous ces objets racontent une histoire. Pour les faire éclore, Christine Barbedet a arpenté le territoire. Elle y a notamment rencontré Nolwenn, ostréicultrice. Après des conflits de voisinage, elle voit dans cette initiative un vecteur de communication. On a des points communs. Je pense qu'ils aiment autant Séné que moi et qu'ils aiment autant les huîtres que moi. Ça fait déjà des bons points communs pour essayer de faire encore mieux. J'espère avoir des belles surprises dans les photos que Christine va avoir fait des autres. À partir du moment où ça permet une meilleure communication entre les gens d'une même commune, je trouve que c'est très positif. À Séné, la participation des habitants au projet culturel est entrée dans les habitudes. Cette exposition s'inscrit dans un projet plus large. Les habitants sont invités à déposer des objets porteurs de sens dans leur médiathèque et à les partager. On a envie de relier en fait tous les gens entre eux. C'est un moyen de plus en fait pour fédérer des habitants parfois qui ne se connaissent pas mais qui vont apprendre à se rencontrer. L'exposition est visible jusqu'au 30 janvier à la médiathèque de Séné. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Pauline Ferco reçoit un médecin du sport. Si faire du sport fait partie des bonnes résolutions, il vous donnera quelques bons conseils pour bouger au quotidien sans enfiler votre jogging, le rêve. Vous pourrez aussi retrouver l'interview politique de Fanny Coconnier. Aujourd'hui, elle reçoit le président du MEDEF du Morbihan. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. N'oubliez pas non plus de nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.